Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Natacha Triou, vous intervenez au cinéma L'Étoile de Saint-Médard-en-Val dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Mais avant cela, une annonce de notre partenaire et sponsor. Coco Rabanne présente Femelle Beta, son nouveau parfum pour femmes. Élaboré à base d'extraits de rosée du matin et d'essence de lait d'ânesse, Femelle Beta vous donne l'assurance de toujours rester au second plan. Femelle Beta, parfum pour femmes, Coco Rabanne. Natacha Triou, vous êtes journaliste et productrice de l'émission La Science CQFD sur France Culture. Vous intervenez ce soir suite à la projection du film Intelligence artificielle de Steven Spielberg. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous avez découvert ce film pour la première fois ? On rappelle que ce film est sorti il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, ça rajeunit pas. Quand je l'ai vu, je me souviens, j'étais donc toute jeune adolescente et j'avais été assez marquée par une sorte de Pinocchio hybride, humanoïde, glauque, alors que pour moi Spielberg c'était du cinéma très lumineux, très optimiste. Et je me souviens que ça m'avait assez frappée parce que je voyais un film qui était plutôt cauchemardesque. Donc c'était plutôt le souvenir qui me restait de mon adolescence. Et puis là je l'ai revu récemment et je me suis dit ah quand même, il est balèze. Parce que 20 ans plus tard je trouve que le film a pas vieilli. Et c'est assez étonnant parce que quand même dans les années 2000, tant qu'effets spéciaux et que d'un point de vue technologique, il aurait pu prendre une ride et je trouve que pas tant que ça, et j'ai vu des choses assez nouvelles également à la revoyure. Et dans le propos, il a vieilli ou pas ? Je trouve pas non plus. Imaginer doter la technologie d'une sensibilité, comment on peut investir les intelligences artificielles d'une charge affective. Je trouve qu'on est en plein dedans aujourd'hui, donc c'est assez visionnaire, encore une fois. C'est visionnaire même. Ouais. Alors, pour revenir un peu à vous, quelles sont les grandes étapes de votre parcours de journaliste ? Il n'y en a pas, puisqu'en fait, je n'ai pas de formation de journaliste. Au départ, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je sais que j'étais une grande passionnée. Moi, je suis une littéraire pur jus. Je suis une grande passionnée du cinéma, de la littérature, de l'art et de l'histoire de l'art. Je me suis orientée vers des études de médiation culturelle d'abord, puis je me suis dit tiens, je vais faire quelque chose où il y a encore moins de débouchés, donc j'ai fait l'histoire de l'art. J'ai adoré ça, j'ai adoré être au contact des œuvres. Ce que j'aimais, c'était apprendre, donc je me suis dit donc j'ai commencé à m'orienter vers la recherche, à faire une thèse, à commencer un doctorat d'histoire de l'art. Et puis c'est un peu une bénédiction, ça m'est tombé dessus, on m'a proposé, j'ai vu une offre, journaliste, stagiaire, pour une émission sur France 5. Un journal, enfin un JT, à 20h, que culturel. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai jamais essayé ça, j'ai postulé à ce stage. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit, c'est génial, embauchez-moi. Et je suis devenue journaliste comme ça, donc finalement je suis restée un peu étudiante toute la vie. Ça tombe bien, parce que j'avais une question, je vais vous la lire. On observe dans votre parcours de journaliste un glissement du champ culturel général vers le domaine scientifique. Qu'est-ce qui a motivé cette évolution et spécialisation ? Alors ça, c'est un hasard heureux. Encore Non, beaucoup de chance. Non, mais vraiment, je me rends bien compte que dans ce parcours qui est pas tout à fait typique et j'ai eu de la chance parce que donc j'ai fait 8 ans de journalisme culturel à France 5 et puis j'écoutais quand même beaucoup la radio et spécifiquement France Culture et puis je me suis dit quand même, puis j'aime bien les métiers de la voix et j'ai toqué à la porte de France Culture en leur disant si vous voulez, je sais pas, un coup de main, n'importe quoi, je suis là. Et on m'a dit d'accord, viens. Donc je suis arrivée, j'ai eu de la chance de faire un journal de la culture. Et très rapidement, on m'a proposé de faire un journal des sciences. Et j'ai dit, mais vous êtes des maboules. Je n'ai aucune formation journaliste, je suis même pas scientifique. Et on m'a dit, si c'est bien, tu vas te poser les questions que les scientifiques oublient de se poser. Tu vas te mettre à la place des auditeurs. Et je me suis dit, chiche, pourquoi pas. Au début, c'était terrible. Vraiment, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et maintenant, ça me passionne. Maintenant, je regarde des documentaires sur les ondes gravitationnelles de mon plein gré. Et je parle de trous noirs avec les yeux qui brillent. Donc, vous êtes la productrice de l'émission La Science CQFD, une émission de vulgarisation scientifique. Comment parvenez-vous à réussir cet exercice qui est ardu, celui de la vulgarisation ? C'est beaucoup de travail, en effet. C'est beaucoup de préparation. C'est pas facile, en fait, C'est pas facile. Alors après, maintenant, ça fait 7 ans que je fais de la vulgarisation scientifique.
Donc il y a des domaines avec lesquels je me sens plus à l'aise. Par exemple, tout ce qui est astrophysique, cosmo, tout ça, ça j'adore. Il y a des domaines qui sont un peu plus ardus. La première chose, c'est que nos invités, les scientifiques qu'on reçoit à mon micro, on passe un peu de temps avec eux pour essayer de bien déblayer, de déjargonner. Je pense que c'est la chose qui fait peur. Pour les non-scientifiques, c'est le jargon, c'est le vocabulaire finalement. Oui. C'est de dire, tiens, quelles sont les allégories qu'on peut utiliser pour faire comprendre des concepts un peu difficiles, comment s'adresser au plus grand nombre. Donc souvent, on essaye de pas oublier aussi qu'on est écouté par un public scolaire. Donc c'est un peu de redonner les bases comme ça, et c'est le principe ensuite de l'entonnoir. C'est qu'une fois qu'on a donné les bases, on peut rentrer comme ça ensuite dans le détail. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Si. Donc en fait, il faut que les invités aient envie de jouer ce jeu-là aussi. Oui. Ce qui est pas forcément... Ce qui est pas évident en fait. Ce qui est pas forcément évident, mais après ce qui est agréable en ce moment, c'est que je pense qu'il y a une vraie dynamique autour de... Il y a une nouveauté sur la vulgarisation scientifique, il y a différents formats, de plus en plus de festivals, de podcasts, de youtubeurs, enfin il y a quand même plein de formats où on sent qu'il y a une volonté d'ouvrir au public, et ça évidemment c'est des choses, on s'inspire de ça aussi dans notre émission. Ouais. Et les scientifiques aussi regardent ça. Le choix des sujets, vous procédez comment ? Vraiment par surprise. C'est de la curiosité. C'est de la curiosité pure, oui. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Alors je reviens un tout petit peu au film. Selon vous, où en sommes-nous aujourd'hui dans le développement de l'intelligence artificielle par rapport à ce que montre le film ? En ce moment, je pense qu'on est plus dans l'intelligence artificielle. Alors, je ne suis pas une spécialiste du tout, mais de ce que je comprends du discours de mes invités qui, eux, le sont, il y a deux catégories, on va dire, d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle faible, qui est ChatGPT par exemple, et l'intelligence artificielle forte, qui est par exemple celle qu'on voit dans le film, c'est-à-dire une intelligence autonome qui serait capable de s'adapter à tout. L'intelligence artificielle faible, elle fait que mimer le langage humain. Et là, en ce moment, on est très fort pour faire ça. Par contre, on n'est pas du tout à un stade où on aurait une intelligence artificielle capable de s'adapter, de penser par elle-même, et même d'être capable d'une quelconque conscience. Ça, c'est encore de la science-fiction, et tous les experts sont d'accord pour dire que on n'est pas du tout technologiquement parlant prêt à cet événement-là. Mais comment ce serait possible qu'elle puisse penser par elle-même ? Enfin, j'arrive pas à comprendre le... Alors ça, je suis pas du tout ni informaticienne, ni... à partir du moment où c'est vrai que les grands efforts et les grands progrès ont été faits, du moment où les scientifiques se sont inspirés du fonctionnement du cerveau humain pour créer des réseaux de neurones, où là, on a vu un bond dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que on a vu typiquement l'IA qui a vaincu un humain au jeu d'échecs puis au jeu de Go. C'est tout ce qu'on appelle ces réseaux de neurones, tout ce qui est apprentissage par renforcement. Ça, c'est grâce aux neurosciences et donc grâce à la compréhension du cerveau humain qu'on a réussi à mimer ça d'un point de vue technologique. Alors là encore, j'espère que je suis claire quand j'explique tout ça. Tout à fait. Mais comme le cerveau humain est encore un mystère déjà pour nous-mêmes, et qu'on n'a aussi pas complètement connaissance, compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une conscience, déjà il y a plein de théories, les scientifiques sont pas du tout d'accord, ça fait pas consensus. Tout à fait. On est encore loin de pouvoir en créer une de synthèse. Pour vous, est-ce qu'il y a une sorte d'intelligence artificielle idéale ? Qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle idéale ? Un algorithme... Je sais pas, quelque chose qui serait peut-être super pour l'humanité, j'en sais rien. Oh là, déjà des humains super pour l'humanité, ce serait une grande intelligence humaine avant d'une intelligence de synthèse. Non. Ouais, c'était bien ça comme réponse. Non, je sais pas. Après, faire un robot humanoïde qui ferait ma vaisselle, est-ce qu'on en a vraiment envie ? Je sais pas. Est-ce que je sais pas, parce que finalement en plus ce que nous montre le film de Spielberg, c'est plutôt une dystopie qu'une utopie. Oui. Donc on est dans un chaos climatique, l'humanité est sur le point de disparaître d'ailleurs. Bon, je vais pas spoiler, mais bref, je sais pas, c'est des grandes questions auxquelles je n'ai pas de réponse.
Donc, à l'inverse, est-ce que ces intelligences artificielles, elles vous inquiètent et sur quel niveau ? Ce qui m'inquiète plus, parce que de là à voir des Terminators, de là à voir la révolte des machines, bon, on est encore loin. En même temps, la robotique, c'est impressionnant aussi. Hein. Ah oui, il y a des progrès si hallucinants. On marie les deux, ça peut commencer à ressembler à Terminator un peu. Mais d'ailleurs, les progrès de la robotique qu'on observe en ce moment, c'est aussi grâce à l'intelligence artificielle, parce que c'est ça le saut, c'est qu'on s'est dit, tiens, on va relier les deux domaines. Et par exemple, là, cet exercice très dur pour un robot de saisir un œuf sans briser, ça c'est par exemple c'est un exploit technologique, d'obtenir cette souplesse-là. Mais moi, ce qui m'inquiète plus actuellement, c'est plutôt ce que cache justement ce fantasme de l'IA qui serait en train de se rébeller, qui prendrait le contrôle sur l'humanité. En fait, ça cache tous les autres questions que sont l'utilisation des données. En fait, ça vient, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est ça l'expression consacrée. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est très inquiétant. Y a-t-il dans votre parcours personnel un souvenir particulier lié aux bibliothèques ? Oui. Alors, il y en a deux. Un peu plus réjouissant. Il y en a deux. Adolescente, pour moi, la bibliothèque, c'était vraiment un refuge. J'étais une grande mangeuse de BD. En gros, soit je lisais sur place, soit je partais avec le maximum. Je revenais chez moi avec ma pile de BD. Je revenais une semaine plus tard et rebelote. Donc ça, je sais que par exemple, j'ai mangé tous les Scoyton et Peters, les Cités Obscures, les Yankee Bilal. Ça, c'était vraiment ma grosse came. Et les CD aussi, que je piratais. À l'époque, on faisait des copies et on faisait ses propres pochettes de CD. Enfin bref, fallait pas le dire. Donc ça, c'était adolescente. Et puis après, pendant toutes mes études, j'étais très fan de la BPI, la grande bibliothèque de Paris. D'accord. Où j'aimais me perdre un peu dans les couloirs et regarder un peu au hasard les livres en me disant allez au pif, ça, génial, et je tombais toujours sur un magnifique bouquin dans lequel je m'absorbais et que c'était pas du tout mon programme prévu. Parmi tous ces CD que vous avez copiés, il y en a un qui vous revient en mémoire ? Oh là. Qu'est-ce que vous écoutiez ? Qu'est-ce que j'écoutais ? J'avais des goûts très éclectiques, Je pouvais écouter de la grosse techno comme des classiques de rock and roll à la papa. Ou de la chanson française, Mano Solo, des trucs très très disparates. Un peu de tout. Un peu de tout, c'est toujours un peu ennuyeux ce type de réponse. J'écoute de tout. Alors pour terminer, 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. J'aime quand un roman ou un film me fait pleurer sans que je l'ai vu venir. Ça j'adore. Surtout si par exemple ça se produit dans le métro. On est toujours très embarrassé de pleurer à chaudes larmes devant un roman. Les insomniaques qui écoutent ce type de témoignage se reconnaîtront, je n'aime pas ces nuits sans sommeil où l'on se retourne et l'on se retourne et on lit et on fait plein de choses en attendant que le sommeil revienne. Ça, c'est assez tragique comme expérience. J'aime être prise par la curiosité, ça aussi, la surprise, le sujet qui nous saute au visage en se disant « Ah, c'est génial !» et puis de se plonger comme une geek à fond dans un sujet, essayer de tout comprendre de quelque chose dont on ignorait tout, ça j'adore. Là vous êtes servi par votre métier. Exactement. C'est un peu du masochisme, mais c'est aussi un grand plaisir parce que c'est un nid à surprise. À l'inverse, j'aime pas lutter contre le sommeil au théâtre ou dans un cinéma. Bref, c'est mauvais signe. J'aime pas dormir quand il ne le faut pas. Et bref. Et ensuite, qu'est-ce que j'aime pas j'aime pas l'ail, voilà. Je ne suis pas un vampire. Et j'adore les chiens, voilà. Magnifique. Peut-être un loup-garou. Voilà. On va rester sur ces mots, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.